À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles de 1919 condamne l'Allemagne à payer de lourdes réparations. La population allemande vit difficilement ces punitions infligées par les vainqueurs, dont la France. En 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir dans son pays et devient un chef très puissant. Il veut effacer la honte de la défaite lors de la Grande Guerre et promet à son peuple le retour d'une grande Allemagne, en envahissant peu à peu les pays voisins. La France et la Grande-Bretagne lui déclarent la guerre en septembre 1939. Attaquée en mai 1940, la France perd la guerre en quelques semaines et l'armistice est signé le 22 juin par le maréchal Pétain. La France est alors coupée en deux zones, l'une occupée par les Allemands et l'autre libre. Au mois d'octobre, à Montoire, Adolf Hitler et Philippe Pétain, le nouveau chef de la France, se serrent la main. C'est le début de la collaboration de l'État français installé à Vichy avec l'occupant allemand. Hitler et le parti nazi mettent en place à partir de cette date des lois raciales anti-juives. Avec l'aide des Français au pouvoir, ils imposent de nombreuses interdictions aux Juifs et les obligent à porter une toile jaune. Je m'appelle Josette Mélinon. J'ai 80 ans aujourd'hui. Ma sœur, Blanche Chauveau, bientôt 88. Pendant ces années de guerre, notre famille a vécu et subi l'occupation allemande à Libourne. Notre mère, Gilberte, et notre grand-mère, Camille, étaient juives et subissaient les discriminations dictées par les lois antisémites. Le mot « juive » apposé sur les papiers d'identité, l'interdiction de travailler, de voyager, de se trouver dans une gare, un restaurant, un café, un cinéma ou un parc pour les enfants. Dans tous ces lieux publics interdits aux Juifs. Un couvre-feu leur imposait d'être chez elles dès 20h, quelle que soit la saison, et de porter cette horrible étoile jaune dans les rues de Libourne, signe d'infamie dans l'esprit des occupants. Certains, pleins de haine, nous montraient du doigt. D'autres, heureusement, continuaient à nous saluer et à nous sourire. Mais l'inquiétude était grande pour nos parents. Le 10 janvier 1944, j'avais 3 ans et 5 mois. Ma sœur, Blanche, à peine 10 ans. J'étais chez moi, au 118 avenue Foch, avec ma mère et ma sœur, lorsqu'après le dîner, des coups violents frappaient à la porte, ravivèrent les craintes de notre mère. Notre père était allé écouter la radio anglaise chez un voisin. J'ai le souvenir de voir ma mère courir dans le jardin pour essayer de le prévenir sans succès. Je ne peux préciser l'heure exacte à laquelle les Allemands sont arrivés. Mais une image reste fixée intacte dans ma mémoire, celle des bottes noires, des soldats allemands montant l'escalier menant à l'étage. Cet escalier ciré que maman nous interdisait d'emprunter avec nos chaussures. Ils suivirent ma mère jusque dans sa chambre, où là, devant l'armoire, les portes grandes ouvertes, ils réclamèrent « Culotte baby, culotte baby !» Ma mère leur a donné toutes mes culottes et un petit tas de linge. De là, nous partîmes, ma mère avec un petit baluchon, ma sœur et moi. Je nous revois encore au bout de l'avenue Foch, à la hauteur de la rue de l'Abattoir, marchant sous une petite pluie fine et pénétrante, précédés par 5 ou 6 Allemands armés. Ma mère nous tenait par la main, serrant très fort la mienne. L'idée de fuir par cette rue effleura son esprit, mais elle comprit rapidement que ce ne serait pas possible. C'est à la maison d'arrêt de la rue Jules Ferry, près de l'hôtel de ville, que l'on nous conduisit. Je me souviens de cet escalier étroit, en colimaçon, badigeonné en rose sale, qui débouchait sur une pièce carrée, où je découvrais plein de grandes personnes connues, toutes de la famille, de degrés plus ou moins proches. Plusieurs femmes assises sur les bancs, placés autour de la pièce, contre le mur. Les hommes, eux, étaient enfermés dans une autre cellule. Je vis ma grand-mère Camille, arrêtée à quelques rues de notre maison avec Tati Paulette, mais également les sœurs de mon grand-père, et ma grande cousine Myriam, arrêtée avec ses parents. Là, je me rappelle être passée de bras en bras, embrassée, étouffée, sans comprendre ce qui m'arrivait. Qu'allait-on faire de nous ? Après de longues nuits passées en prison, mon père vint nous chercher, ma sœur et moi. Déployant une énergie folle, il avait fourni un tas de papiers au secrétariat des questions juives. Des certificats de baptême, des déclarations diverses qui faisaient de lui et de nous des catholiques.
Nous fûmes ainsi libérés le 12 janvier, en fin de matinée. Je me vois encore embrasser mon père, puis descendre les marches de l'escalier en sautillant comme une enfant de 3 ans, insouciante et inconsciente, respirant à nouveau l'air libre, alors que je laissais derrière moi ma mère et ma grand-mère Camille que je ne revis plus. Ce 12 janvier 1944, en fin d'après-midi, ils furent près d'une quinzaine, tous juifs, à quitter la cellule de la maison d'arrêt, emmenés dans 2 camions militaires vers la gare de Libourne. L'un transportait les femmes, l'autre les hommes. Qu'ont-ils pensé alors en descendant maladroitement de ces camions ? Loin de l'entrée principale et des simples voyageurs du jour, c'est par un petit portail latéral donnant sur les voies pressées par des gardes nazis, mitraillettes à la ceinture, qui découvrirent dans la vapeur l'alignement des wagons à bestiaux et qu'ils rejoignirent ce train spécial parti de Bordeaux depuis la gare Saint-Jean. Ils étaient loin d'imaginer que pour certains d'entre eux, ces pas hésitants seraient les derniers sous le sol libournais, qui les avaient vus naître, travailler, vivre, tout simplement. « 317 femmes, hommes et enfants arrêtés ce 10 janvier en Gironde et dans les départements voisins par les autorités françaises furent ainsi conduits jusqu'au camp d'internement de Drancy, près de Paris. C'est là que fut enfermée, à partir de l'été 1942, la grande majorité des Juifs arrêtés en France lors des rafles. Parmi les Libournais envoyés à Drancy, nombreux furent ceux qui n'y restèrent que quelques jours dans le froid de l'hiver. Comme des milliers avant eux, ils quittèrent le camp le 3 février, conduits en bus vers la gare proche de Bobigny pour rejoindre les trains de la déportation, le convoi 67, après presque 4 jours de voyage dans des conditions inhumaines à travers l'Europe, emmena ainsi plus de 1200 personnes vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. À la descente du train, sous les cris et les coups des militaires allemands, 985 personnes furent immédiatement menées à la mort et assassinées dans les chambres à gaz. Parmi elles, Camille, Myriam et d'autres membres de la famille de Josette et Blanche, leur maman Gilberte et leur tante Paulette, mariées chacune à un catholique, ne pouvaient pas être déportées. Après quelques mois passés à Drancy, puis à l'hôpital Rothschild à Paris, où elles travaillèrent auprès des soignants, elles revinrent à Libourne à la fin de l'année 1944. Depuis 2004 et 60 ans après cette terrible soirée du 10 janvier, Josette et Blanche œuvrent sans relâche pour faire connaître cette histoire tragique. L'association Souvenir de Myriam Herrera, qu'elles ont créée, permet chaque année de commémorer le souvenir de la déportation de leur grand-mère, de leur cousine et de toutes les victimes de la Shoah à Libourne. Très actives auprès des jeunes générations, Josette Mélinon et Blanche Chauveau ne cessent de les sensibiliser au combat contre le racisme et l'antisémitisme.